bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes chez BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors aujourd'hui, Philippe, on m'a parlé d'une thématique star, mais ça c'était il y a encore quelques années, il faut bien le dire, parce qu'elle est un peu sortie des radars, notamment au moment de la crise Covid. Je veux parler des marchés émergents. Exactement, c'est un sujet qui a vraiment défrayé la chronique financière pendant de nombreuses années, et c'est souvent un peu de manière désynchronisée par rapport aux marchés développés auxquels nous appartenons. Et donc c'est intéressant d'en reparler aujourd'hui. Intéressant d'en reparler aujourd'hui, où justement on n'en parle plus tant que ça. Déjà peut-être qu'il faut se mettre d'accord, parce que c'est une catégorie, si je puis dire, assez hétérogène sur ce qu'on entend justement par un pays émergent, Philippe. Oui, en fait, la définition en tant que telle de pays émergent, on peut la prendre par plein d'angles, hein, la partie économique, la partie... Ici, on est dans le sujet financier, et donc ce qu'on appelle émergent, c'est, on va dire, un univers de pays qui ont, je dirais, un marché financier relativement petit encore par rapport à ce qu'il devrait être à horizon. Il est émergent, il va grossir en perspective. Et dans cet ensemble-là, on peut retrouver à la fois des très grands pays, déjà, je dirais, assez matures dans leur fonctionnement, et puis d'autres plus petits qui connaissent une croissance exceptionnelle. L'ensemble forme un groupe de pays et donc de zones à investir très hétérogène. Justement, là, on va avoir envie de connaître quelques chiffres. Combien ça représente, combien ça pèse en termes de croissance, de pourcentage du PIB, voilà. Qu'est-ce qu'elle pèse, cette zone, finalement? Alors, c'est très, je dirais, asymétrique, puisqu'on parle de 80% de la population mondiale qui va porter 50% du PIB mondial. D'accord. Alors, néanmoins, c'est la locomotive de la croissance mondiale. En dynamique, on est sur les principaux contributeurs de la croissance mondiale, et ça ne se dément pas depuis 10 ans. Hein. Donc on a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre de la perspective. On joue une perspective à horizon. Donc on joue une perspective de croissance. Je me dis, tiens, si on est encore confiant sur ces perspectives de croissance, il n'est pas trop tard pour investir, même si, je le disais en intro, on entend un petit peu moins parler en ce moment. Oui. Alors, comme je le disais en introduction, d'abord, il faut se rappeler qu'on a une sorte d'atrophie financière. C'est des pays qui représentent sur la capitalisation boursière mondiale une dizaine de pourcents, 10-15% selon les années. Et en fait, on n'est pas du tout en ligne par rapport à ce que je viens d'évoquer en termes de chiffrage, PIB, etc. C'est la première vraie raison d'intérêt. Et c'est là où je dis il faut aller là où on ne nous attend pas forcément. C'est que dans le travail de diversification du portefeuille, l'intérêt, c'est d'aller chercher des zones comme ça qui ne sont pas forcément encore mûres, mais qui vont certainement promettre des très bonnes progressions. Et si on va sur ce raisonnement-là, alors certes avec des difficultés d'accès au marché, on va en parler. C'est pas toujours simple. Pas facile. On va voir comment on y accède, mais l'intérêt est là, puisque cette atrophie de capitalisation, elle mérite d'être corrigée dans le temps. On parle de la même progression qu'on a eue sur les 30 dernières années pour les 10 prochaines. C'est pas mal. La thématique dans les pays développés, ça reste celle de l'inflation. On se dit, est-ce que c'est la même chose dans les pays émergents? Est-ce qu'ils sont confrontés au même problème? Ou est-ce que la situation est peut-être un peu différente? Alors, la donne a changé. Historiquement, ce sont des pays qui sont habitués à connaître des pics d'inflation, voire de l'hyperinflation, voire des problèmes de règlement avec le FMI, etc., liés à ces problèmes d'inflation. Alors, l'inflation à deux chiffres. Ils ont parfois des inflations à deux chiffres, des inflations mal maîtrisées dans cet univers-là. Et néanmoins, la courbe d'expérience des gestionnaires de ces pays est là, et elle a appris avec le temps, et leur réactivité par rapport à ces phénomènes-là est meilleure. Meilleure que chez nous, où nous-mêmes, nous avons l'expérience aujourd'hui. On a perdu l'habitude. On s'était habitué justement à l'absence quasi totale d'inflation. Là, aujourd'hui, je dirais, l'effet surprise est chez nous. Chez eux, le sujet de l'inflation est moins grave parce qu'ils savent mieux le gérer. Ils ont une meilleure réactivité par rapport à ces phénomènes-là. L'autre aspect qu'on peut rappeler, c'est qu'en perspective de la croissance et du PIB que j'évoquais tout à l'heure, on est sur des niveaux d'inflation qui sont en cohérence. Et au final, les stratégies de taux qu'ils ont de ces pays-là, elles sont en ligne aussi. Et donc, ils ont encore souvent des taux réels positifs.
Et ça, pour l'investisseur, c'est un élément important en relatif de notre univers à nous, où on voit maintenant des taux, certes, meilleurs qu'auparavant, mais des taux qui restent... Taux réels qui restent faibles, voire négatifs encore pour le moment. Exactement. Donc, petit avantage quand je vous écoute côté inflation, avec à la fois cette habitude de gérer l'inflation, on parle aussi beaucoup matières premières en ce moment, c'est un peu normal. Et là aussi, même si c'est assez hétérogène, certains pays émergents ont une véritable richesse sur ces matières premières. Oui, alors ça rejoint cette idée qu'on est sur un ensemble hétérogène. Pour certains de ces pays, pas tous, mais sur certains, il y a une vraie rente liée à la détention de richesses naturelles exceptionnelles. Et ces richesses naturelles, pour beaucoup d'entre elles, sont nécessaires également pour la transition énergétique qu'on essaye d'opérer à travers le monde. On pense au lithium, au cuivre, cuivre, tous ces métaux, même l'aluminium, etc. Ouais. On a une palette de produits d'extraction de produits naturels qui sont absolument nécessaires pour cette transition. Et ça, c'est une méga tendance qui va tenir dans le temps. Encore une raison positive pour considérer cet univers. Bon, ça fait plein de raisons positives, est-ce qu'il y a quand même des risques? Là aussi, il faut les mentionner. Il y a des risques. Ouais. Qui dit des belles perspectives dit aussi des risques élevés. Ouais. Et il faut l'avoir en tête. Le premier sujet reste le risque en capital classique, pour des investissements en actions en particulier. Il faut l'avoir en tête. Mais on est sur un risque encore un peu plus élevé que ce que l'on a l'habitude de traiter avec un CAC 40, etc. Les volatilités de cet univers, de cet ensemble émergent, sont jusqu'à 2 fois supérieures à ce qu'on a dans les pays développés. On est dans quelque chose qui est relativement sensible et qu'il faut appréhender sur un horizon plus long. Donc une approche de long terme pour investir. Comment ça peut se traduire? Zone économique dynamique, timing plutôt opportun, grande diversité dans les pays, des marchés pas forcément accessibles. Comment je m'y prends? Comment on s'y prend là? Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ils sont en retard en termes de capitalisation boursière. Ouais. C'est un choix politique. Souvent, leurs marchés financiers sont un peu fermés encore, avec des problèmes d'accès au marché. On ne va pas pouvoir investir facilement en direct. Ouais. Là, sans même parler de choses aussi bêtes que du décalage horaire. Parce que... Alors, le décalage horaire est un vrai sujet, mais c'est un sujet, je dirais, d'ordre opérationnel, technique. Là, on parle de restrictions réglementaires. L'accès au capital, est-ce que toute l'activité économique est accessible au travers de la bourse? Non, etc. Donc là, on recommande de passer par des intermédiaires type fonds, et bien sûr, les ETF, encore une fois, trouvent leur fonction naturelle. Alors, est-ce qu'il y a des exemples d'ETF qui permettent d'investir sur les produits, sur les marchés émergents? Alors, oui, on a avant tout des produits très, je dirais, régionaux, où on prend l'ensemble de ce qui existe dans l'univers émergent. D'accord. Et ça va amener à l'intérieur de cet investissement une grande diversification. Cette possibilité existe aujourd'hui avec une logique d'investissement durable. Et donc, on recommandera pour aujourd'hui un iShares Emerging SRI ou ISR qui bénéficie du label du ministère, sur le label ISR. Bon, alors on le mettra effectivement en lien. Peut-être un autre, là j'ai compris que ça c'était très large, surtout les marchés émergents. Si on veut peut-être être un poil plus spécifique, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes? Oui, tout à fait. On est souvent dans ces pays-là, dans une situation où on essaie politiquement de transformer les fruits de la croissance que j'évoquais tout à l'heure en bien-être. Et donc le consommateur local présente une croissance importante. Il y a une orientation. Le marché domestique, on passe des exportations au développement du marché domestique. Alors ici, on a encore un autre ETF qu'on propose qui est un iShares Emerging Consumer Growth. Croissance consommateur. Donc on est vraiment sur un angle d'attaque très ciblé par rapport à cette thématique de fruits de la croissance. Philippe, j'arrive pas à croire qu'on va parler de produits sur les marchés émergents sans parler de la Chine. C'est pas possible. Exactement. Incontournable phénomène chinois, bien sûr, contracyclique, en décalage par rapport à notre propre progression. C'est un marché qui a connu des difficultés pendant que nous-mêmes, nous étions déjà en sortie de crise Covid. Rappelez-vous, les 2 années passées. Aujourd'hui, on est sur un redémarrage. La Chine est un sujet intéressant. On pourra préconiser, par exemple, d'aller sur un produit du type CAC 40 à la chinoise, avec un ETF large cap
China, très grosse valeur. Très bien. Alors voilà, on a le pourquoi, on a le comment, on a les exemples concrets. Une nouvelle fois, Philippe, vous avez l'art de rendre accessibles les sujets complexes. Merci pour ce topo éclairant sur les marchés émergents. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.